Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise, député de Marseille. Première passation de pouvoir et premier conseil des ministres à venir pour l'équipe Barnier. On va les voir d'ailleurs, ils vont se retrouver pour un petit déjeuner arrivé en ce moment même. Le Premier ministre qui a affirmé hier, Manuel Bompard, simplement vouloir servir le pays. Est-ce que simplement pour cette phrase et malgré vos divergences de fond, vous lui dites bonne chance pour relever et servir la France? Non, je dis surtout bon courage aux Français. Il me semble quand même que tout le monde doit comprendre que la nomination de M. Barnier, ensuite la constitution de ce gouvernement, est une sorte de braquage en bande organisée. C'est-à-dire qu'il y a eu des élections au mois de juin et au mois de juillet, qu'il y a une coalition politique, c'est le Nouveau Front Populaire, qui est arrivé en tête, puisqu'elle dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et on a là, en quelque sorte, le club des perdants qui se met d'accord pour se répartir les miettes de la Macronie. Et je pense que ça sera, et ça restera dans notre histoire comme un moment de forfaiture antidémocratique. Et je crains que ce traumatisme laisse malheureusement des traces. Vous savez, on n'est pas obligé d'être d'accord avec le Nouveau Front Populaire. Nous sommes dans une démocratie. Mais le principe de base dans une démocratie, c'est que quand on gagne les élections, c'est la formation politique qui gagne les élections qui est appelée à constituer un gouvernement. C'est pas ceux qui perdent. Et dans une démocratie, il peut y avoir aussi une culture du compromis. C'est ce qu'a dit hier Michel Barnier, et pas forcément de compromission. Est-ce que vous dites ce matin que quoi qu'il arrive, quoi que dise M. Barnier lors du discours de politique générale, ce sera donc la motion de censure de la part du Nouveau Front Populaire? Bien sûr que ce sera la motion de censure, tout simplement pour rétablir un ordre démocratique dans notre pays. Vous savez, le Nouveau Front Populaire, je dis, est arrivé en tête, mais il ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, bien évidemment que si le président de la République avait respecté le résultat des élections, c'est-à-dire qu'il avait permis la constitution d'un gouvernement du Nouveau Front Populaire, alors nous aurions cherché des majorités, des compromis à l'Assemblée nationale. Bien évidemment que dans une situation de majorité relative, il faut en rechercher. Mais la question, c'est qui décide du cap politique? Et ceux qui doivent décider du cap politique en démocratie, c'est les Françaises et les Français. Comment vous pouvez comprendre que la formation politique qui a fait moins de 6% aux élections législatives se retrouve aujourd'hui à la tête du gouvernement? Que vous ayez dans ce gouvernement une majorité de ministres de plein exercice qui soutiennent Emmanuel Macron alors qu'il a été battu aux élections européennes et qu'il a été battu aux élections législatives. C'est une négation du message qui a été envoyé par les Françaises et les Français. Manuel Bompard, ce matin sur CNews et Europe 1, vous dites la motion de censure, quoi qu'il arrive, qui sera donc portée par les socialistes, comme l'a dit hier le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, au nom du Nouveau Front Populaire. Elle sera portée par l'ensemble des députés du Nouveau Front Populaire, le premier signataire, puisque nous sommes une coalition, et l'idée c'est qu'il va y en avoir plusieurs, des motions de censure. Donc l'idée c'est que ça tourne. Et là, en l'occurrence, oui, pour la première motion de censure, je crois symboliquement, puisque certains ont essayé de trouver ou de chercher des failles au niveau du Parti socialiste, le fait que ce soit un socialiste qui porte la première motion de censure, je pense que c'est une bonne réponse à ceux qui ont essayé de chercher des failles dans le Nouveau Front Populaire. Oui, il n'y en a pas, on est tous unis pour censurer le gouvernement de Michel Barnier. Mais vous croyez vraiment en la probabilité que cette motion de censure aboutisse si les voix du RN ne s'y joignent pas? C'est mathématique. Si mais d'accord, mais je pense quand même. Non, vous y croyez ou pas, c'est ma question. Moi, si je dépose une motion de censure, c'est avec l'objectif de censurer le gouvernement. Mais vous avez fait les calculs mathématiques, donc vous savez que c'est pas possible sans les voix du RN. Et maintenant, j'observe effectivement que le Rassemblement national a décidé de trahir ses électrices, ses électeurs. Parce que, pardon, mais moi, je combats les idées du Rassemblement national. Mais il y a une nuance. Ils vont attendre de voir et de juger sur pièce. Non, mais attendez, Sonia Mabrouk, il me semble quand même que pendant la campagne des élections législatives, les électrices et les électeurs qui ont voté pour des députés du Rassemblement national, je crois qu'ils l'ont fait avec l'objectif de rompre avec le macronisme. Pas de devenir en quelque sorte le faire-valoir de la continuité de la politique macroniste en France. Et donc, eux aussi sont trahis. En vérité, tout le monde est trahi dans cette situation. Les électeurs du Nouveau Front Populaire sont trahis par le président de la République parce qu'ils ont voté pour une formation politique, qu'ils l'ont mise en tête et que ce n'est pas elle qui gouverne. Les électeurs du Rassemblement national sont trahis puisqu'ils ont voté pour une formation politique qui leur a dit on va rompre avec le macronisme et qui devient aujourd'hui la béquille de la poursuite du macronisme. Et les électrices et les électeurs qui, au deuxième tour des élections législatives, se sont mobilisés massivement pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir, parce qu'il s'est passé ça entre les deux tours de l'élection législative, sont trahis parce que c'est aujourd'hui le Rassemblement national qui a le droit de vie ou de mort. Et vous êtes les seuls chevaliers blancs dans ce monde de traite? Je ne dis pas que je suis le chevalier blanc, je dis que les électrices et les électeurs du Nouveau Front Populaire ont été trahis. Oui, bien sûr, ils l'ont été. Les Françaises et les Français l'ont été de manière générale. Vous dites que le RN, c'est la béquille du macronisme, alors que beaucoup, en tout cas eux-mêmes, se perçoivent plutôt comme les arbitres des élections.
d'élégance, mais allons plus loin. C'est quoi la différence? Qui décide aujourd'hui? Mais qui est la formation politique qui permet à ce gouvernement de rentrer, de commencer à pouvoir gouverner ce pays? Qui est la formation politique qui a fait un pacte secret avec Emmanuel Macron? Tout ça a été documenté pour dire si c'est Monsieur Barnier, nous ne censurerons pas le gouvernement. Bah oui, je pense que les électrices et les électeurs du Rassemblement national, mais vous me direz à la limite, c'est leur problème. Mais peut-être que la prochaine fois, ils devraient se dire qu'ils ont été bien manipulés quand même. Manuel Bompard, est-ce que c'est de la trahison ou est-ce que c'est un esprit de responsabilité à l'inverse de votre position qui est de dire censure, volonté aussi de destituer le président? Est-ce que vous ne cherchez pas le chaos? Jean-Pierre Raffarin dit qu'après Monsieur Barnier, c'est la loi de la jungle. Mais c'est peut-être votre volonté. De dire ça, madame. Dans une démocratie, vous ne pouvez pas considérer qu'il n'y a qu'une seule option politique qui est possible et que tout le reste, c'est le chaos. Un gouvernement conduit par Lucie Castet, comme nous en avions fait la proposition, qui cherche des majorités à l'Assemblée nationale pour augmenter le pouvoir d'achat, pour développer nos services publics, pour répondre aux problématiques des Françaises et des Français, c'est pas le chaos. Quant à la procédure de destitution du président de la République, c'est un article de la Constitution, madame, l'article 68 de la Constitution. Quand on décide d'utiliser un article de la Constitution, donc une procédure qui est prévue par le droit à la Constitution. On peut vouloir le chaos institutionnel, tout en respectant la Constitution. Madame, il faut faire attention avec cette logique, parce que si vous essayez d'expliquer aux gens qui utilisent les outils de la Constitution pour faire leur travail. C'est mon cas. Je suis un député de l'opposition. J'ai pas été élu pour approuver la politique d'Emmanuel Macron. Je cherche à utiliser les moyens à ma disposition pour respecter la parole que j'ai donnée aux Françaises et aux Français. Si vous considérez désormais qu'utiliser les moyens de la Constitution, c'est faire preuve du chaos, alors il faudra dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire d'autre? Eh ben moi, je préfère que les gens se battent en utilisant les outils prévus par notre Constitution. C'est ce que je fais et j'appelle les Françaises et les Français à appuyer cette motion de destitution du président de la République. Ils peuvent le faire en signant une pétition qui est sur le site macron-destitution.fr. On est à près de 350 000 personnes qui ont signé cette pétition. C'est quand même la preuve que tout le monde a compris qu'il y avait un problème avec le président de la République. 350 000, c'est pas des millions de Français. C'est pas mal, madame, 350 000. Je vous laisse juger. Ce que je vous propose, c'est que vous fassiez une pétition pour soutenir Michel Barnier, puis on verra combien il y aura de signatures. Pourquoi moi? Non, vous, quelqu'un d'autre. Un nom en particulier. Je suis pas sûr qu'il y aura 350 000 signatures. Manuel Bompard, un nom en particulier cristallise les critiques et attaques de la gauche, c'est celui du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui sera d'ailleurs notre invité à votre place demain ici même. Mathilde Panot avait déclaré avant même d'ailleurs l'officialisation du gouvernement qu'il avait fait preuve, monsieur Retailleau, de racisme. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur de la France est raciste? Il a fait preuve de racisme, oui, bien sûr. Écoutez, quand M. Retailleau disait il y a un an, je ne vous parle pas d'il y a 30 ans, il y a un an, qu'un certain nombre de Français étaient en voie de régression vers leurs origines ethniques. Je cite exactement les propos qui ont été tenus par M. Retailleau. Excusez-moi, ça s'appelle un propos raciste. Mais quand M. Retailleau... Vous êtes bien placé pour savoir que c'est un délit, pas une opinion. Madame, je vais aller au bout. Allez-y. Quand M. Retailleau classe les Français en disant qu'il y aurait des Français normaux et il y aurait des Français qui sont des Français de papier. Excusez-moi, en République, il n'y a qu'une catégorie de Français, ce sont des Français. Voilà. Quelles que soient leurs origines, quelles que soient, quand ils sont Français, ils sont français. Donc, oui, bien sûr, quand on commence à classer les Français, quand on commence à considérer que la régression vers les origines ethniques, c'est-à-dire qu'il y aurait des races et qu'il y aurait des races qui seraient inférieures, puisqu'on parle de régression. Mais oui, c'est un propos raciste. Dans ce cas-là, si on fait une hiérarchie entre les races, eh bien, c'est pas une opinion, c'est un délit. Il est condamné dans notre pays. Ça n'a pas été le cas pour M. Retailleau, ou alors l'épisode m'a échappé. Vous avez raison. Pour l'instant, il n'a pas été condamné. Malheureusement, dans notre pays, il y a malheureusement encore des propos racistes qui ne sont pas condamnés. Il y a une justice. Mais oui, il y a des propos racistes, madame. Mais maintenant, si vous considérez, je suis très heureux de vous entendre dire ça. Si vous pensez maintenant que quand on est condamné pour racisme, ça doit avoir des conséquences. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce serait bien qu'on s'en rappelle ici à CNews où on a laissé la parole pendant des années et des années à un homme, M. Zemmour, qui avait été condamné Monsieur Manuel Bompard, à multiples reprises pour des propos pardonnez-moi, pour la présomption d'innocence, c'est-à-dire comme lorsque Mme Panot est entendue dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme, avant de dire qu'elle fait de l'apologie de terrorisme, j'attends l'enquête et la justice. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Et je crois savoir que CNews et LFI y sont attachés également. Je crois que je suis pour la présomption d'innocence, mais en l'occurrence, je vous évoquais l'exemple de M. Zemmour. Lui, il a été condamné, madame, et ça n'a pas empêché, notamment
notamment sur cette chaîne, qu'on lui déroule le tapis rouge pendant des années et des années. Donc, vous voyez, il y a là des gens qui voient les condamnations un petit peu à géométrie variable. Mais tout à fait, M. Mélenchon demain sera entendu pour probablement injure publique parce qu'il avait comparé le président d'une université à Adolf Eichmann. Mais voyez-vous, on attend encore, c'est la différence peut-être. Maintenant, vous ne l'avez pas attendu d'ailleurs. Ah bah si, je l'ai dit, c'est présomption d'innocence. Peut-être personnellement, mais enfin, on ne va pas ici reprendre ce qui s'est passé pendant cette année. Mais pendant des mois et des mois, des semaines et des semaines, j'ai vu des bandeaux sur, y compris cette chaîne de télé, disant que la France Insoumise était un parti antisémite, alors que personne à la France Insoumise, vous voyez, n'a jamais été condamné pour antisémitisme. On va en parler, vous aurez l'occasion de vous défendre. Gabriel Attal, patron des députés Ensemble pour la République, veut des garanties du Premier ministre sur Manuel Bompard, les droits LGBT, sur le droit à l'avortement. Michel Barnier dit qu'il ne veut pas répondre à des polémiques et dit qu'il n'y a aucune ambiguïté. Il y a vraiment une inquiétude sur ces sujets? Bien sûr qu'il y a une ambiguïté ou des inquiétudes, puisque sont nommés au sein du gouvernement de M. Barnier des personnes qui ont eu des positions sur, on va dire, la liberté, sur la lutte contre l'homophobie, sur la lutte pour l'égalité des droits, sur la lutte pour les droits des femmes, qui sont des positions incompréhensibles et insupportables. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de ministres de ce gouvernement qui, il y a quelques mois, ont voté contre, par exemple, l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Pas pour autant qu'ils sont contre l'IVG. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas permis de sanctuariser ce droit en l'inscrivant dans la Constitution? Peut-être qu'il n'y a pas de danger dans notre pays. Monsieur Barnier, peut-être qu'ils estiment qu'il n'y a pas de danger dans notre pays sans pour être contre l'IVG. Mais alors ça, c'est un Vous l'entendez ou pas cette nuance? Non, je ne l'entends pas parce que c'est un argument de mauvaise foi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que par exemple, il y a d'autres pays en Europe dans lesquels le droit à l'IVG est remis en cause. Et j'observe que par exemple... Oui, d'autres. Oui, mais j'observe j'observe par exemple que les députés européens du Rassemblement national au Parlement européen, quand il y a des résolutions pour défendre le droit à l'IVG, ils votent contre. Donc ils peuvent dire en France, on le vote pas parce que c'est pas menacé, mais quand c'est menacé dans d'autres pays en Europe, alors dans ce cas-là, pourquoi ils votent pas pour, madame? Bruno Retailleau qui est attendu, Manuel Bompard aussi au sujet de l'immigration pour un contrôle plus ferme ou ferme tout court, et peut-être une nouvelle loi proposant la fin de l'automaticité du droit du sol pour les enfants d'étrangers nés en France, ou encore la conditionnalité des prestations sociales à une durée de résidence minimale. Ça, je précise, c'est ce que voulait Monsieur Retailleau avant d'entrer au gouvernement. Il nous précisera demain quelle est sa ligne et son objectif. Il l'a dit avant, ce ne sera pas surprenant pour vous. Mais madame, ces dispositions-là, non seulement il l'a dit avant, mais il a essayé de les mettre en place et ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, je dois vous le rappeler, au moment des débats sur la loi immigration. Donc ce sont des propositions qui sont des propositions contraires à notre Constitution. Donc je ne sais pas si M. Retailleau va s'entêter sur ce sujet, mais il est évident que s'il s'engage sur cette voie, il nous retrouvera sur sa route. Parce que effectivement, c'est inacceptable de continuer à défendre des mesures, notamment ce concept-là de préférence nationale, qui classe effectivement, encore une fois, les Français en fonction de leur origine et qui fait que certains auraient des droits particuliers que d'autres n'auraient pas. C'est contraire au principe d'égalité qui est au cœur de notre Constitution. Et pour contrôler davantage les flux migratoires, comme le fait le... Attends, je termine juste ma question. Le socialiste en Allemagne, Olaf Scholz, ou les sociodémocrates en Danemark, est-ce que c'est possible pour vous ou vous le rejetez également? C'est pas parce que des socialistes ailleurs en Europe font des erreurs et s'engagent sur une mauvaise voie que je dois la reprendre à mon compte. Vous savez, on pourra débattre, ça prendrait un petit peu de temps, sur la question de l'immigration si vous voulez. Ce que j'observe, c'est qu'on est en permanence chaque année avec des nouvelles propositions de loi et qu'à chaque fois on nous dit que ça n'a rien réglé. Donc peut-être qu'à un moment il faut se poser la question de savoir si la manière avec laquelle on traite du sujet est la bonne. Je ne le crois pas du tout. Et je rappelle que ce serait bien qu'on passe pas notre temps à pointer du doigt une partie des Français. Une personne sur 10 en France est un travailleur immigré. Et ben moi je vous dis, au lieu de les dénigrer en permanence, on devrait les remercier. Je voudrais conclure cette grande interview, Manuel Bompard, par deux questions. D'abord au Proche-Orient, avec ce qui se passe et le risque d'escalade entre Israël et le Hezbollah, après les opérations inédites autour des beepers ou des talkie-walkie. D'abord, juste une première précision. Est-ce que vous considérez le Hezbollah comme une organisation terroriste? Ce n'est pas la position de la France. La France ne considère pas le Hezbollah comme une organisation terroriste. Moi, je suis aligné avec la position de la diplomatie française. L'Union européenne estime que la branche militaire du Hezbollah est une organisation terroriste. Donc pas le Hezbollah en tant que tel. Mais est-ce que la branche militaire l'est? Mais ça, c'est la position de l'Union européenne. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur cette ligne? Sonia Mabrouk, avant de parler de ça, si vous voulez bien, il s'est passé la semaine dernière des actes qui ont été salués par une partie des observateurs politiques en France qui me stupéfait. Des terroristes ont été visés. Mais madame, je vous rappelle qu'on a frappé de manière indistincte
des personnes qui étaient équipées d'un beeper, ou je crois qu'on appelle ça un beeper, qui parfois avaient pu être posés sur une table dans un commerce. C'est-à-dire que ça a frappé des civils qui n'avaient aucune responsabilité. Je parle des personnalités visées. Madame, il faut déplorer évidemment s'il y a des personnes qui ont été touchées. Madame, ça s'appelle une violation du droit international. Monsieur Bompard, quand des terroristes sont visés, ça ne vous satisfait pas ? Mais pas n'importe comment, non. Ça dépend. Là, on parle d'actes qui sont des actes de violation du droit international. Dans le droit international, on ne frappe pas des civils de manière indistincte. Et par ailleurs, ce sont des actes qui contribuent à une surenchère dans une région où il y a un danger immense. Et moi, je pense à nos compatriotes et à nos amis libanais, parce que le Liban est un ami de la France. Et je leur dis que nous nous tenons aux côtés du peuple libanais face à ces risques de surenchère et d'escalade qui sont particulièrement insupportables et particulièrement inacceptables. Parce qu'on peut venir sur les plateaux de télévision, faire ci, faire ça, etc. Mais je crois que personne n'a intérêt à l'embrasement généralisé d'une région dans laquelle il y a eu déjà beaucoup trop de souffrance et beaucoup trop de morts. Personne n'a intérêt à l'escalade, mais Michel Barnier, hier, le Premier ministre, a rappelé le droit d'Israël à se défendre. Il faut le sanctuariser. Vous pensez aussi à ce droit tout autant que vous pensez aux Libanais ? Mais madame, d'abord, monsieur Barnier aurait pu avoir un mot pour les victimes civiles, la population gazaoui qui frappée depuis 1 an maintenant par des conditions qui sont des conditions atroces et qui fait dire à un certain nombre d'observateurs internationaux, et je reprends cette caractérisation à mon compte, qu'il y a aujourd'hui un génocide en cours à Gaza. Donc, monsieur Barnier aurait pu avoir un mot sur ce sujet. Quant au reste, oui, ma perspective politique, c'est la possibilité pour le peuple palestinien de pouvoir avoir droit à un État. J'entends. Et la possibilité, bien évidemment, d'une cohabitation en sécurité pour l'État palestinien et pour l'État israélien. On y arrivera, madame, qu'à la fin de l'opération israélienne à Gaza, que dans le respect du droit international, qu'avec la fin de la colonisation, parce que c'est seulement dans le respect du droit international qu'on arrivera à obtenir la paix dans cette région. Est-ce que dénoncer, et à juste raison évidemment, les morts palestiniens vous empêche de dire qu'Israël a le droit de se défendre ? Mais non, Israël n'a pas le droit de se défendre dans toutes circonstances et en faisant ce qu'il a envie. Parce que le droit de se défendre, ça n'existe pas dans le droit international, de manière à pouvoir frapper de manière indistincte des populations civiles, de tuer des femmes, des enfants. Une contribution dans la revue The Lancet estimait à peu près 200 000 victimes directes ou indirectes, le nombre de personnes qui sont mortes à Gaza. Donc peut-être que ça ne vous fait rien, mais moi personnellement, ça me fait quelque chose. Monsieur Bompard, s'il vous plaît, je vous pose la question. Donc je vous ai dit, est-ce que condamner et dénoncer les civils palestiniens vous empêche de dire qu'un pays peut se défendre ? Mais j'observe que M. Barnier a été incapable d'avoir ne serait-ce qu'un mot de compassion. Merci. Et je pense que la position de la France est une position qui nous fait honte sur la scène internationale, que la France devrait enfin dire à M. Netanyahou qu'il doit s'arrêter et créer les éléments d'un rapport de force par l'embargo sur les armes, par la reconnaissance de l'État de Palestine. Voilà ce que j'aurais attendu d'un gouvernement qui rétablit la parole de la France, une voix forte pour la paix. Comme nous en avons été longuement fiers, et malheureusement ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'était votre grande interview sur CNews Europe 1. Je vous souhaite bonne journée, à bientôt. Merci.